tous, 18h30, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Poursuite du pont aérien mis en place pour faciliter et accélérer le retour des Marocains d'Ukraine. Les efforts continuent des missions diplomatiques du Maroc dans les pays limitrophes et le balai aérien établi par la Royal Air Maroc. Nous suivrons les vols spéciaux qui ont atterri pendant ces dernières heures de Varsovie et de Bratislava. Le retour de la neige, une aubaine pour les agriculteurs et l'occasion pour les adeptes de savourer pleinement la joie plutôt des sports d'hiver. Nous le verrons au Royal Atlas, plus exactement à Ifrane, carton plein pour le tourisme ce week-end dans la petite Suisse marocaine. À suivre également, immersion dans les coulisses du tournage des productions télévisées du mois sacré. Malgré la nette amélioration des principaux indicateurs Covid-19, la vigilance est maximale. Les gestes barrières sont respectés au pied de la lettre. Bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que le professeur politologue Moustapha Shemi est l'invité de ce journal ce soir. Il nous parlera de la crise russo-ukrainienne et de la position du Maroc notamment. La crise russo-ukrainienne donc toujours à la une de l'actualité. Cela fait 11 jours qu'elle a éclaté et malgré tous les efforts de médiation internationale, les forces russes resserrent leur étau autour de la capitale ukrainienne Kiev. Les habitants continuent de fuir alors que les forces russes se maintiennent à 20 km de Kiev. Les bombardements se poursuivent également sur la ville de Mariupol, dans le sud-est du pays. Les conséquences en chaîne de ce conflit continuent aussi de s'aggraver. Environ 1,5 million de réfugiés ont déjà fui l'Ukraine. Environ la moitié ont été accueillis en Pologne, selon le dernier décompte du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et focus à présent sur les Marocains d'Ukraine. L'opération de leur évacuation se poursuit grâce aux efforts entrepris par nos ambassades dans les pays limitrophes, à savoir la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Pologne. Les ressortissants marocains sont assistés et fortement accompagnés de bout en bout. On leur assure notamment logement, restauration et on leur facilite toutes les procédures, c'est cela, administratives pour un retour sécurisé au Maroc. Le point tout de suite en compagnie de Marie Melmissi. Aéroport de Varsovie, hier soir, 121 passagers, tous étudiants marocains d'Ukraine, s'apprêtent à embarquer dans un vol spécial de la Royal Air Maroc, direction Casablanca. Sur place, les services de l'ambassade marocaine veillent sur leur rapatriement. Je viens de récupérer mon billet d'avion, un tarif symbolique. Je remercie Sa Majesté le Roi pour sa main tendue aux étudiants en cette douloureuse épreuve. Le même soulagement se lit sur les visages de ces Marocains évacués en Slovaquie. À l'aéroport international de Košice, une centaine de concitoyens marocains s'impatientent de rentrer chez eux à bord de ce vol spécial. Notre périple a démarré de Kharkov. Nous avons pu rejoindre Lviv par train, puis de Lviv, nous avons pris la route vers Oujgorod, la zone frontalière avec la Slovaquie. Nous avons toute l'assistance nécessaire. L'ambassade a tout mis à notre disposition. Bus, hôtel et vivres, on n'a besoin de rien. Mobilisée depuis le déclenchement des hostilités le long des points frontaliers, la mission diplomatique du Maroc en Slovaquie accompagne les ressortissants marocains jusqu'à leur embarquement, un service consulaire itinérant qui n'a pas failli une seconde à sa mission. Grâce à l'aide des autorités slovaques, nous avons sécurisé les déplacements et l'hébergement de la communauté marocaine en Ukraine. Le rapatriement se fera via cet aéroport, loin de 60 km du poste frontalier de Vincennes-les-Mekines. C'est le couronnement de 7 jours de mobilisation. Notre mission aujourd'hui est de faciliter la procédure de rapatriement à l'ensemble de nos ressortissants, y compris les épouses et enfants des pères de famille. L'évacuation des ressortissants marocains se poursuit. De nouveaux vols spéciaux seront opérés les 7 et 8 mars au départ de Budapest en Hongrie à destination de Casablanca, au même tarif fixe de 750 dirhams. Et pour en parler plus longuement, nous sommes avec le politologue, le professeur Moustapha Shemi. Bonsoir. Bonsoir.
Alors Mostafa Shimi, professeur Mostafa Shimi, comme nous venons de le voir dans le reportage, la joie, le soulagement, le réconfort des Marocains du monde, principalement, enfin des Marocains d'Ukraine, principalement des étudiants qui retrouvent la joie de retrouver les leurs, la joie du retour à la mère patrie après une série d'appréhensions, de stress liés à l'arrêt brutal de leur parcours académique, qui fuit aussi les zones de tension, des efforts diplomatiques intenses, une mobilisation qui n'a pas faibli une seconde, un pont aérien, un dispositif musclé pour le retour sécurisé à la mère patrie. On parle quand même de plus de 8000 personnes, nos concitoyens en Ukraine, majoritairement des étudiants. Comment vous avez suivi certainement l'opération? Votre commentaire, professeur Shimi? Comme tout le monde, évidemment, j'ai suivi cette situation et ces opérations-là. Faut-il s'étonner de cette mobilisation de l'appareil d'État? L'État a une fonction, une responsabilité, c'est d'assurer la protection, la sécurité de ses ressortissants, de nos compatriotes à l'étranger. Et sur ce plan-là, je dois dire que l'appareil diplomatique, le ministère des Affaires étrangères et un certain nombre d'autres départements se sont mobilisés de manière efficiente sur ça. Il faut signaler également les gros efforts de la compagnie nationale RAM, ça n'est pas souvent relevé, il faut le dire, qui a commencé par des tarifs à 4700 dirhams, et puis compte tenu de la situation, qui a été réduit à 750 dirhams. Nous avons une communauté évaluée à 10 000 personnes en Ukraine, dont 8 000 étudiants et 2 000 travailleurs résidents. Pour l'instant, il y en a 5 500, 5 600 qui sont plus de la moitié, plus de la moitié, 5 600 suivant les chiffres que j'ai, qui sont là. Les autres, c'est en cours. On va voir comment va l'opération s'accélère jour après jour. Situation. Et il y a là donc une réponse de solidarité de l'État marocain en faveur de ses ressortissants. C'est un fait qu'il faut relever. Très bien, professeur Shimi, intéressons-nous à présent à la position du Maroc depuis le déclenchement de la crise entre l'Ukraine et la Russie. 2 jours justement après le déclenchement de cette crise, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger. Je reprends les mots, les principaux mots du communiqué. Le Maroc, je cite, suit avec inquiétude le développement sur le terrain de la situation. Le Maroc, le Royaume du Maroc qui réitère son soutien à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale des États membres, mais aussi, autre point très intéressant, son attachement au principe de non-recours à la force pour le règlement des différends. Votre analyse, professeur Shimi? C'est un communiqué qui est venu 2 jours après le 24. À l'aube du 24 février, il y a une opération militaire de la Fédération de Russie en direction de l'Ukraine. Je dis bien opération militaire. Il y a un débat sur le point de savoir si c'est une guerre, si c'est une invasion, etc. Ça ne nous appartient pas d'en débattre ici, ni d'ailleurs ailleurs. Ce qui est important, c'est que 2 jours après, ça n'est ni trop court, ni trop loin. On ne pouvait pas faire un communiqué dans les 2 heures parce qu'il fallait avoir un certain nombre d'éléments d'information et on n'a pas attendu une semaine non plus, 2 jours, mais voilà, c'est tout à fait dans les normes et c'est une position de principe qui a été affirmée par le ministère des Affaires étrangères, vous l'avez dit, c'est-à-dire que le Maroc est attaché à un certain nombre de principes qui sont définis dans la Charte des Nations Unies 1945, le respect de l'intégrité territoriale. Le communiqué dit de l'unité nationale, sans faire référence ni à la souveraineté ni à l'indépendance, parce que c'est des questions en débat. À l'unité nationale, ça veut dire qu'il s'agit de préserver un certain nombre d'acquis du peuple ukrainien. Le Maroc est attaché à cela. Il y a aussi un point important qui a été relevé dans ce communiqué, c'est l'attachement du Maroc au règlement pacifique des conflits. Ça, c'est un principe cardinal de la Charte des Nations Unies. Sur ce plan-là, je vous rappelle la paix, la sécurité, la protection des civils, le règlement pacifique des conflits, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des contentieux entre des pays, il y en a partout dans le monde, il y en aura toujours, etc. Mais le problème, c'est le non-recours à la violence et à la force. C'est le règlement, le non-recours, sur la base de quoi? Sur la base de la négociation et sur la base donc de la prévalence de la diplomatie. Ça, c'est une doctrine constante du Maroc qui date pas d'hier. Depuis l'indépendance, depuis 1956, ça fait 66 ans. Il n'y a pas un cas où le Maroc n'a pas respecté cette règle-là, ce principe-là, à la différence, je vais quand même le dire, d'un pays voisin
qui s'est distingué dans nos provinces sahariennes, janvier-février 1976 à Mgala 2, sans parler de ses menées dans les provinces sahariennes avec l'intermédiation du mouvement séparatiste. On a vu ce qui s'est passé par exemple à Guelguerat, où des éléments armés sont venus donc essayer de prendre position d'imposte. Donc sur ce plan-là, le Maroc est très à l'aise. C'est une position constante, c'est une position qui se démarque comme à l'accoutumée par sa pondération, sa sagesse. Qui est connue à l'international et c'est intéressant à relever. Très bien. On va maintenant s'intéresser, professeur Sahimi, au deuxième communiqué, cette fois-ci celui du 2 mars, de courant. L'essentiel de ce communiqué, en fait, c'est la non-participation du Maroc au vote de l'Assemblée générale de l'ONU au sujet toujours de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Votre analyse ? Ce communiqué du 2 mars s'inscrit dans la ligne du précédent communiqué du 26 février dont on a parlé. Mais il est un peu plus explicite. Le Maroc dit qu'il a toujours une position de principe à ce sujet et le Maroc, dans ce communiqué, dit que la position du Maroc ne saurait faire l'objet d'aucune interprétation parce qu'il y a eu des commentaires, etc. Donc il y a une constante dans la position marocaine telle qu'elle a été exprimée, je vous l'ai dit, dans le communiqué du 26 février. Même les observateurs qui ont réagi par rapport à cela, leur réaction est unanime. Cela ne peut pas être interprété comme un désalignement stratégique. Tout à fait, tout à fait. Ça n'est pas un désintérêt, c'est simplement la réaffirmation d'une position de principe. Le communiqué ajoute inquiétude. Il avait parlé de préoccupation, il ajoute inquiétude. Il regrette l'escalade militaire, il réaffirme son fort attachement à un certain nombre de principes que j'ai évoqués, intégrité territoriale, souveraineté nationale. Non, c'est cette fois-ci souveraineté d'abord et unité nationale. Et puis il rappelle le fait que le Maroc est attaché au règlement pacifique des conflits, des différents. Et il ajoute encore un autre point, le non-recours à la force, et il appelle à la poursuite du dialogue. C'est quand même intéressant. Maintenant, pour votre question, la non-participation, il faut faire un peu d'histoire. En 2014, il y a eu une Assemblée générale des Nations Unies qui avait débattu de la Crimée. Et vous le savez, le Maroc n'avait pas participé au vote, estimant qu'il n'avait pas participé. Ça veut dire quoi, la non-participation? Ça veut dire que le Maroc ne veut pas s'impliquer dans un dossier où les paramètres sont ailleurs. C'est différent de l'abstention. L'abstention, ça prouve que vous êtes présent et que vous votez. Pour, contre, abstention. Bien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point intéressant, c'est que c'est une doctrine, je l'ai dit, et d'ailleurs, c'est la position qui a été celle de 6 autres pays africains. Il faut le dire, l'Union africaine a été divisée, il y en a 24 qui ont voté pour la résolution, il y en a une petite vingtaine qui ont voté pour l'abstention, et il n'y en a que 7 avec le Maroc qui n'ont pas participé. Pour la Ligue arabe, c'est la même chose, tous les pays arabes ont voté pour la résolution, sauf la Syrie qui a voté contre. Et puis, il y a là un élément de... Donc la non-participation, c'est un message en soi. C'est un message, c'est-à-dire que le Maroc estime qu'il n'a pas à prendre position et que c'est une question qui ne doit pas être débattue de cette manière-là, sans doute le primat de la diplomatie, etc. Et puis, il faut ajouter aussi que le Maroc suit ça avec beaucoup d'intérêt. C'est la position, vous savez, les principes énoncés par le Maroc dans le communiqué du 2 mars auquel vous avez fait référence ont été repris par l'Union africaine, par le président de l'Union africaine, Macky Sall, et président de la Commission africaine, le Tchadien Mahamat. Donc nous sommes absolument dans un périmètre qui nous est familier, où nous assumons des positions qui sont des positions conformes à quoi? Conformes à la Charte des Nations Unies 1945 et qui sont répliquées et qui ont toujours caractérisé la position du Maroc. Sont dans la Charte de l'Union africaine et également dans le traité constituant la Ligue arabe. Très bien, parfait. Merci beaucoup de votre éclairage, professeur, le politologue Moustapha Sahimi.
De fortes pluies et des chutes de neige pour cette nuit encore et pour la journée de demain lundi également. Cela concerne plusieurs provinces du royaume. De fortes pluies parfois orageuses annoncées donc pour les provinces d'Al Haouz, de Qla'at Sragna, de Marrakech, de Chichaoua et d'Azilal. Et des chutes de neige de 10 à 30 cm au-delà des 1600 mètres d'altitude qui sont donc attendues dans les provinces d'Al Haouz, de Boulmen, d'Ifren, de Chichaoua, d'Al Husseima, de Taza, d'Azilal, de Bni Mellal, de Khnefra, de Tinrer, de Ouarzazate et de Midelt. Retenez à présent les hauteurs de pluie relevées en millimètres depuis hier midi à aujourd'hui midi. Selon les précisions de la Direction générale de la météorologie nationale, le pic a été relevé à Knetra, 46 mm, 38 pour Rabat, 33 pour Casablanca, 28 mm pour Rabat Saleh, 26 pour l'Arayesh, 25 à Sidi Slimane, 20 à Ben Slimane, 19 mm à El Jadida, 16 à Nouassar, 13 à Mohamedia, 9 mm à Marrakech et Amknes, 8 mm pour Nimlal, Khribgat, 7 Mellil et Fez Sayes, 7 mm à Chefchaouen, Stat et Ifren, 5 à Taza, 4 à Tétouan, 3 mm ont été relevés à Nador, Safi et Tanger, 2 à Essaouira, 1 à El Husseima et Ben Grir, et moins d'1 millimètre à Tiznit, Oujda, Sidi Ifni, Agadir Massira, Agadir Izgan et Tantan. Le Moyen Atlas a déjà revêtu son manteau blanc. La poudreuse a recouvert toute la région, de quoi ravir les touristes d'ici et d'ailleurs. Des visiteurs en quête de sérénité et de dépaysement. D'autres ont fait le déplacement pour la joie et l'adrénaline des sports d'hiver. Ahmed Fadeli, Zakaria Mouqin-Billah et Souad Nached. Un magnifique manteau blanc recouvre les paysages. Sur la route menant à Azro, beaucoup de visiteurs ce week-end. Au niveau de Jbel Habri, il renoue enfin avec les plaisirs de la neige. Nous arrivons de Rabat. Heureusement, notre arrivée coïncide avec les chutes de neige. Personnellement, j'avais beaucoup espéré assister à ce spectacle naturel. Les chutes de neige nous ravissent. Notre région est tributaire des pluies et des chutes de neige car les activités principales sont l'agriculture et le tourisme. Nous espérons que ces précipitations se poursuivent. Dès les premières heures de la matinée, les déneigeux sont à l'œuvre. Les services provinciaux de l'équipement veillent au grain. Il faut sécuriser la route aux automobilistes. Avant de prendre la route, les citoyens devraient s'informer sur la météo. Il faut éviter les zones montagneuses quand il y a des bulletins d'alerte. Depuis 11h ce matin, des chutes de neige d'une épaisseur de 10 à 30 cm intéressent plusieurs provinces du royaume, dont la province d'Ifren. Des chutes qui se poursuivront jusqu'à demain à 9h. Un centre dédié aux personnes atteintes d'Alzheimer vient d'ouvrir ses portes à Casablanca, plus précisément dans l'arrondissement de Benmsik. Les patients du centre vont bénéficier d'un diagnostic complet et d'une prise en charge médicale, sociale et préventive. Au chevet des malades, une grande équipe de neurologues, de gériatres et de psychologues sur place. Des formations et des ateliers auront aussi lieu sur place pour réduire les niveaux de stress et d'anxiété des malades au quotidien. Santé toujours, et cette fois-ci le point sur les principaux chiffres Covid-19 et sur l'opération de vaccination. 60 nouveaux cas confirmés et 2 nouveaux décès déplorés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 2284, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 2 pendant ces dernières 24 heures, portant leur total à 124. Pour ce qui est de la vaccination, eh bien, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses du vaccin s'élève à plus de 23 millions, alors qu'environ 6 millions de personnes ont déjà reçu 3 injections du vaccin anti-Covid-19, avec notamment la dose booster.
Et on en parlait justement, les indicateurs Covid sont certes au vert, mais la crise du Covid est loin d'être derrière nous. La vigilance doit rester de mise pour éviter un fâcheux rebondissement et un nouveau pic sur les plateaux de tournage des séries et des téléfilms du mois de Ramadan. Les gestes barrières sont de rigueur. Les coulisses tout de suite de ce tournage, des tournages en fait, avec Mohamed Laroui, Houria Boutayeb et Dominique Orlando. La série télé sur laquelle nous nous trouvions il y a quelques jours devrait être logiquement programmée durant la période du Ramadan. Autant dire une période faste pour le téléspectateur qui trouve le temps juste pour se plonger dans une histoire à épisodes nombreux. Sur le set de tournage, et peu importe la baisse actuelle des contaminations au Covid, des gestes stricts sont imposés à tous. Les comédiens portent des masques pendant les répétitions, mais ils sont obligés d'enlever leur masque face à la caméra. Ils peuvent avoir des contacts physiques quand il s'agit de scènes de proximité, scènes d'intimité ou scènes romantiques. Parce que le but, c'est de transmettre l'émotion aux téléspectateurs. Mais on essaye quand même de tourner en équipe réduite, surtout quand il s'agit quand on est en intérieur. Il est vrai que le secteur du cinéma a beaucoup souffert de cette pandémie. Aujourd'hui, il est important de ne pas oublier les réflexes acquis en ce sens, et pour soi et pour les autres. On fait le maximum possible pour qu'on garde une certaine distance, et bien sûr le gel qu'on utilise à chaque fois avant de manger. Et, bien sûr, je dois prendre toutes ces précautions pour ma fille parce que je dois rentrer à la maison et je fais tout pour qu'elle n'ait rien. La série s'intitule Jerit ou Jerit. Elle met en scène 4 femmes que tout en apparence rapprochent et réunit. Au fil des épisodes, elles vont pourtant finir par s'opposer et il y aura beaucoup de rebondissements. Et c'est le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.